Arrête de chercher ton prêt immobilier n'importe comment. Tout le monde fait les mêmes erreurs et se fait recaler directement par les banques. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir en immobilier et tu veux savoir comment chercher un prêt pour maximiser tes chances d'être financé et d'avoir un bon taux. Le problème, c'est que tu entends tout et son contraire. Oui, mais la banque familiale, elle suffit. Oui, mais il faut passer par un courtier, etc. Mais personne ne t'explique les 4 étapes concrètes qui te font passer devant tous les autres. Moi-même, j'ai acheté à 26 ans et en moins de 3 ans 4 biens immobiliers qui me rapportent 1400 € net par mois alors que je partais de zéro et j'ai dû donc apprendre à monter rapidement des très bons dossiers bancaires pour me faire financer. Et aujourd'hui, je me lance le challenge de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour être rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on commence direct. Voici les 4 étapes. Alors, en numéro 4, déjà, c'est de connaître les règles du jeu. Parce que si tu les maîtrises pas, ton dossier est déjà immédiatement rejeté. Déjà, la première, c'est le fameux taux d'endettement des 35%. Par exemple, si tu gagnes 3000 € net, il faut pas que les mensualités bancaires dépassent un peu plus que 1000 € par mois. Déjà, si tu le dépasses, ça sert à rien d'aller voir ton banquier. Sauf montage complexe à base de société, etc. Mais c'est pas le sujet ici. Première règle basique, mais c'est important de la rappeler. La deuxième règle, c'est au niveau des DPE. Si tu vises un bien avec un DPE tout pourri, donc E, F et G, parce que E, à partir de 2034, on pourra plus les mettre en location, la banque ne les financera pas. Pourquoi? Parce qu'on se place du côté de la banque. Imaginons que toi, tu fasses faillite, t'arrives plus à rembourser ton bien, la banque, elle va reprendre le bien, elle va le revendre sur le marché pour récupérer son argent. Bah, avec un DPE tout pourri, elle n'arrivera pas à revendre cet appartement. Donc, si t'as un DPE de E, F ou G, tu peux les faire financer que si tu prévois de faire des travaux. Donc, tu rajoutes les devis, pourquoi pas un dossier bancaire qui explique tous les travaux, le nouveau DPE futur, etc. Faut les convaincre que, entre tes mains, le bien va prendre de la valeur et va améliorer son DPE. Également, pour calculer le taux d'endettement, la banque va aussi prendre les projections de loyer, de combien tu vas gagner plus tard. Faut comprendre qu'elle prend en général 70% des loyers, parce qu'elle estime que 30% du temps de l'année, il sera pas loué. Tu vas galérer à trouver un locataire, etc. Donc 70% de taux d'occupation. Faut savoir que ce taux, étonnamment, il se négocie. Je connais des gens qui arrivent à faire passer aux banques du 90-100% de taux d'occupation. Ça dépend des régions, mais faut essayer de leur prouver et de les convaincre que tu seras meilleur. Mais en général, en tout cas, ils prennent 70%. Ensuite, est-ce qu'il faut prendre un courtier ou pas? Ça, c'est un sujet très touchy. Mon avis, si vous avez un dossier classique, vous êtes en CDI, vous avez une bonne situation, vous voulez investir dans l'immobilier, il n'y a pas besoin, parce que ce travail de démarchage, on va le faire nous-mêmes. On va aller voir notre propre banque, on va contacter plein d'autres banques connues autour du bien qu'on veut financer, ou même autour de chez nous. On peut le faire nous-mêmes, en fait, ce travail de prospection. En plus, il y a un peu un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que soit le courtier, c'est vous qui le payez. Dans ce cas-là, c'est 3000 € et faut les rattraper, faut les amortir ensuite. Soit le courtier se fait payer par la banque et du coup, il y a encore plus un conflit d'intérêts parce que le courtier peut vous orienter vers la banque qui le finance le plus, parce que lui, il veut gagner de l'argent forcément. Donc pour moi, les courtiers, c'est intéressant quand on a besoin en fait d'un carnet d'adresses, c'est-à-dire quand on a déjà un taux d'endettement qui est au maximum, qu'on veut faire des montages spéciaux, SCI, société, ou alors que notre dossier, il est refusé partout, là, on peut enfin se tourner vers un courtier. Donc pour moi, les courtiers, c'est intéressant quand on veut leur carnet d'adresses. Pour un dossier basique d'investissement immobilier, si vous achetez un studio dans une bonne zone, par exemple, il n'y a pas besoin. Et enfin, la dernière règle, c'est la plus évidente, mais c'est important d'en parler, c'est d'avoir des comptes en banque clean. Pas de jeu de loto, pas de jeu de hasard, pas de crédit à la consommation, aucun paiement en retard de tout l'argent que vous devez à la banque, etc. Ça, c'est super important. La banque, en général, elle regarde les 3 derniers mois, donc sur les 3 derniers mois, il faut vraiment que vos comptes en banque soient clean. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à marquer en gros, dès que vous faites un transfert entrant ou sortant, vous marquez épargne, investissement, etc. Comme ça, la banque, quand elle parcourt votre dossier compte en banque, elle voit, ah bah ça, c'est un mec qui épargne, il sait gérer son argent, etc. Et elle prend confiance en vous. Alors, maintenant qu'on a vu les règles, pour faire chercher un financement, le numéro 3, c'est de savoir où frapper. Parce que les banques ne jouent pas toutes au même jeu. Alors déjà, il y a les banques familiales. C'est votre banque traditionnelle typique dans laquelle vous êtes depuis votre naissance et il y a sûrement votre famille dedans, par exemple. En général, c'est des vraies banques qui sont pas des néobanques type Revolut, Boursorama, etc. Alors la banque familiale, il y a vraiment 2 options à comprendre. Déjà, le premier, c'est qu'elle proposera pas forcément le meilleur taux. Je connais plein de gens qui vont investir juste auprès de leur banque. Ils vont même pas aller voir ailleurs. Ils cherchent même pas quel est le meilleur taux. Juste par principe, ça, c'est une erreur. Donc attention au taux qu'elle propose. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est un peu l'opposé. C'est que c'est toujours bien de garder une bonne relation avec sa banque. D'autant plus si c'est la banque traditionnelle dans laquelle vous êtes depuis toujours. Grâce à ça, vous maintenez une relation de confiance. Donc, dans l'idéal, c'est quand même d'aller voir d'autres banques pour essayer de voir les meilleurs taux qui se font ailleurs. Et ensuite, on présente cette offre à notre banque de confiance pour continuer à avoir une belle relation avec cette banque.
Ensuite, on l'a vu un tout petit peu plus haut, mais n'hésitez pas à aller faire vous-même de la prospection, hein. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je contacte les 20 banques autour de chez moi, des banques différentes, hein. Et une par une, vous leur présentez le projet, ou du moins vous faites un pré-dossier rapide pour voir le taux actuel, et comme ça, on va directement vers la banque qui a le meilleur taux. C'est faire de la prospection. Attention, là, je vais vous donner une bombe de valeur, mais les banques, il y a deux catégories. Il y a les banques nationales, Société Générale, BNP, etc. Elles, c'est les mêmes banques, les mêmes conditions, partout où vous soyez en France. Par contre, ce qui est super, c'est qu'il y a des banques régionales, que vous connaissez tous. Ça, c'est par exemple Crédit Agricole, les banques populaires, caisses d'épargne. Ça, en fait, c'est des banques où chaque région a ses propres règles. Parfois, elles n'ont rien à voir. Chaque banque a ses propres taux, ses propres conditions pour accepter un dossier bancaire. Ce qui fait que, entre le fait d'aller voir deux banques différentes, vous pouvez obtenir totalement deux réponses différentes pour les banques régionales. Même si ça reste, par exemple, caisse d'épargne, un caisse d'épargne d'une région et d'une autre, vous n'aurez pas la même réponse. Donc ça, c'est super. On peut vraiment faire exploser nos nombres de banques prospectées pour multiplier les chances d'avoir un bon taux. Par exemple, le Crédit Agricole, les banques populaires, etc. Elles sont toutes différentes. Donc allez prospecter toutes les banques auprès de chez vous et ensuite vous allez retourner vers votre banque principale familiale pour lui proposer. Et si elle refuse, bah tant pis, hein, c'est le monde des affaires. Soit vous partez quand même chez votre banque familiale pour avoir un moins bon taux et vous gardez la relation de confiance, soit tant pis, vous perdez cette relation de confiance et business is business, vous allez dans la meilleure banque avec le meilleur taux. La deuxième étape, c'est la plus décisive, c'est vraiment le dossier bancaire. C'est grâce à ça que tu vas passer devant tous les autres. Assemble tout dans soit un PDF, mais encore mieux, c'est un dossier zippé qui contient toutes les pièces jointes. C'est toujours pareil, hein. Une pièce d'identité, les 3 dernières fiches de paye, la fiche de paye du mois de décembre, le projet que vous voulez faire, donc si vous avez fait un business plan. En fait, ça, vous allez vraiment améliorer le temps que vous allez passer déjà, parce que vous n'allez pas attendre la réponse de la banque, qu'elle vous dise renvoie-moi ça, puis vous renvoyez ça. Vous faites vos prospections avec directement votre dossier bancaire sous le bras, enfin virtuellement. Et également, ça augmente votre confiance auprès des banques. Vous paraissez beaucoup plus professionnel. Trop de personnes aujourd'hui se pointent les mains dans les poches dans une banque. Arrêtez de faire ça. C'est un contrat professionnel qu'on veut signer. Paraissez professionnel. Bien évidemment, toutes les projections de DPE, de travaux si vous faites des travaux. N'hésitez pas à rajouter une page aussi qui parle de vous, votre métier, pourquoi vous êtes fiable, votre patrimoine. On va essayer de draguer la banque, c'est normal, hein. Elle prend des risques aussi à vous financer. Et ça rejoint surtout le point numéro 1 du coup, qui est de faire plaisir à la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le prêt que vous allez obtenir, c'est un contrat entre deux parties. Trop de personnes aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils disent ah mais le taux il est pourri, ça y est j'ai obtenu mon emprunt, je fais ce que je veux maintenant. Non, c'est un contrat entre deux parties, il faut que les deux parties s'y retrouvent. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah parfois il faut faire des sacrifices. Si vous allez vous orienter vers une banque qui a un meilleur taux, pour faire accepter votre dossier plus facilement, pour avoir une meilleure relation bancaire, prenez l'assurance emprunteur chez eux, pourquoi pas l'assurance habitation. Déplacez tous vos comptes vers cette nouvelle banque. Il faut qu'elle y gagne quelque chose aussi. Il faut que ce soit une relation win-win. Sinon vous avancerez jamais, hein, si vous pensez que à vous et jamais à la contrepartie en face. Donc là je résume. Pour actionner ce plan d'avoir un bon emprunt immobilier, tu dois respecter ces 4 étapes. Quand on signe un compromis de vente, on a une date limite. En général, c'est 2 mois entre la signature du compromis et le moment où vous devez présenter une offre au vendeur. Les 2 mois, ils passent très vite, hein. Croyez-moi, quand il faut aller voir 10-20 banques pour aller faire de la prospection, on les atteint très rapidement ces 2 mois. Donc, il faut aller très vite pour faire de la prospection et trouver le meilleur taux. Également, en plus de ces 4 étapes, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage beaucoup d'astuces sur ce sujet dans les jours à venir. Donc maintenant, grâce à ça, tu sais comment chercher un prêt immobilier en 2025 et en 2026 pour mettre toutes les chances de ton côté et obtenir un bon financement. Donc, like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi. Soit tu travailles toute la semaine pour payer tes loyers, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.